Parmi les questions que l'on se pose dans l'étude du manuscrit coranique, il en est une encore pour laquelle nous n'avons que peu d'éléments. Il s'agit de la question de la géographie. Où ont été copiés les manuscrits ? La géographie est pourtant omniprésente dans les propos des spécialistes. Nous évoquons souvent le palimpseste de Sanaa, les manuscrits de Fustat, l'écriture hijazi, l'écriture koufi. Autant de noms et d'adjectifs qui laissent entendre que nous avons une idée précise des lieux où l'on écrivait les manuscrits. Cependant, ces emplois ne reflètent qu'une réalité partielle. Le palimpseste de Sanaa, les manuscrits de Fustat, ces noms renvoient au lieu de découverte des manuscrits. Mais comment être sûr que ces objets ne viennent pas d'ailleurs ? La collection de Fustat possède en effet quelques manuscrits qui firent l'objet d'un transfert tardif. L'un de ces Corans porte notamment une note précisant que ce dernier, conservé dans la mosquée de Tars, dans l'actuelle Turquie, fut envoyé en Égypte au XIVe siècle. Un autre, qui est présenté ici, précise qu'il fut commandité à Damas, mais déposé en bien de main morte au Caire. En plus de ces témoignages directs, une quantité de récits tirés de la littérature arabe montrent que les voyages d'hommes et de livres étaient courants dans le monde musulman. Ainsi, le lieu de découverte peut-il encore nous aider à déterminer l'origine des manuscrits ? Fort heureusement, d'autres informations peuvent être exploitées dans notre quête. C'est dans la littérature arabe des 9e et 10e siècles que nous allons trouver l'essentiel des données géographiques relatives au Coran et à sa copie. Je distinguerai ici deux types d'informations. Les informations relatives à l'aspect formel des manuscrits et les informations s'intéressant au contenu, au texte coranique lui-même. Les premières, l'aspect formel, sont exclusivement conservées dans l'ouvrage d'un bibliophile irakien du Xe siècle, Al-Nadim. Il s'agit ici plus d'une allusion à des styles graphiques régionaux que d'une description précise. C'est sur cette question paléographique que sera centrée mon intervention aujourd'hui, étant donné le rôle essentiel de la paléographie dans l'identification des manuscrits. Le deuxième type d'information, qui ne sera donc pas abordé ici, mais qui est tout autant important, concerne le texte coranique. Il est bien plus vaste, car traité par de nombreux auteurs et utilisé à diverses fins. Il est aussi plus ancien, car les premiers ouvrages sur ce sujet remontent au 8e siècle. Cette littérature associe les diverses variations textuelles, variations orthographiques, variations d'emplacement des césures de versets, variations de lecture. Donc associe ces variations textuelles à des écoles régionales spécifiques. L'objectif de cette communication sera donc de présenter d'abord les outils de la paléographie coranique, puis de proposer quelques remarques sur la géographie des écritures à époque ancienne. L'unique source ancienne mentionnant l'existence de styles paléographiques est le Fihrist, titre que l'on pourrait traduire par catalogue. C'est une sorte d'encyclopédie culturelle, compilée entre 987 et 988. Elle réunit à la fois des titres d'ouvrages anciens sur les sujets les plus divers, des biographies d'auteurs, mais aussi des récits sur, par exemple, les langues parlées ou encore, ce qui nous intéressera particulièrement, les écritures. Son auteur, Al-Nadim, est fils d'un libraire de Bagdad. Il semble avoir passé toute son existence dans les bibliothèques de la ville, exerçant pendant un temps le métier de secrétaire. Dans son propos sur les écritures archaïques, Al-Nadim mentionne les 4 écritures arabes les plus anciennes. D'abord, celle de la Mecque, puis celle de Médine, celle de Basra et enfin celle de Koufa. S'ensuit un paragraphe sur les écritures des manuscrits, autrement dit celle du Coran, qui reprend le même développement. La Mecque, Médine, ici divisée en 3 variétés différentes, la ronde, la triangulaire et la composite, Koufa et Basra, les 2 dernières étant ici inversées. Cette distinction entre écriture arabe et écriture des manuscrits est essentielle.
même si finalement toutes deux suivent le même développement. Mais elle suppose en effet que l'on n'écrit pas les manuscrits comme l'on écrirait une lettre de tous les jours. D'autres récits de la tradition islamique le confirment. L'écriture des manuscrits est dès le départ une affaire de copistes professionnels. Revenons au récit. Seules les deux premières écritures, celle de la Mecque et celle de Médine, bénéficient d'une description. Mais cette description a toutefois fait l'objet de diverses interprétations. En 1805, Sylvestre de Sacy est le premier à la mentionner. Il retient que, je cite, « les élifs y sont inclinés vers la droite et qu'en général, la figure des lettres y est un peu couchée. » Environ 150 ans plus tard, Michael et Amari reprend à quelques mots près l'interprétation de Sylvestre de Sacy pour décrire ce qu'il appelle les écritures du Hejaz. D'autres interprétations vont suivre outre-Atlantique. Chez Nabia Abbott, Bayard Dodge et Estelle Whelan, la première partie du texte ne concerne plus l'inclinaison de l'alif, mais décrit plutôt le retour de sa base vers la droite. L'inclinaison générale de l'écriture est par contre confirmée. Quant aux autres écritures mentionnées par Al-Nadim, celles de Koufa et celles de Basra, nous n'avons pas la moindre description. Pour Nabia Abbott, le seul critère exploitable concernerait l'apparence des lettres verticales. Si, dans les écritures du Hejaz, elles sont inclinées, elles se présentent forcément autrement dans les écritures d'Irak. La verticalité des hampes constituerait donc l'unique critère d'identification des écritures irakiennes. Par ailleurs, la position géographique de ces deux villes pourrait nous donner, toujours selon Nabia Abbott, une idée de leurs écritures. En effet, ces deux villes sont situées dans une zone fortement marquée par le syriaque. Leur écriture a certainement été influencée par le syriaque estrangelo, une écriture relativement angulaire. Les premiers rapprochements entre la description d'Al-Nadim et les manuscrits doivent être attribués à Michael et Amari. Il avait pour tâche d'étudier et de classer les manuscrits de la collection d'Asselin de Cherville, entrés à la Bibliothèque royale une vingtaine d'années auparavant. Il s'intéresse particulièrement aux suppléments arabes 150 numéro 1 et numéro 2, qui ont, je cite, « une allure tout à fait primitive ». Il mentionnera également d'autres manuscrits à l'écriture inclinée, représentant selon l'auteur des différences de mains, mais aussi de pays et peut-être d'époque. Amari tente également de reconnaître d'autres écritures. Il évoque ainsi ici une écriture de Basra, là, une écriture de Médine, et enfin, ici, une belle écriture de l'école de Damas. On ne sait pas toutefois sur quels éléments il se basait. Quant à l'énigmatique koufique, les 191 exemples concernés se distinguent par de vagues qualificatifs. Belle et grosse écriture koufique, grande et magnifique écriture koufique. Après lui, en 1939, Nabia Abbott, qui consacre une étude aux fragments de la collection de Chicago, pense elle aussi reconnaître une variété évoluée de l'écriture mécoise dans 7 de ces fragments, mais également dans le 328 du catalogue parisien, le fameux supplément arabe 150 de Michael et Amari. Également dans le manuscrit de Londres, à gauche, et enfin dans quelques clichés de manuscrits égyptiens photographiés par Bernard Moritz au Caire. La classification des autres écritures koufiques est plus poussée que celle de Michael et Amari. Pour ces fragments en koufique, elle propose d'abord des rapprochements avec d'autres fragments, puis une courte description à la fois de l'allure générale de l'écriture, mais aussi de la forme spécifique de certaines lettres. Voilà donc dans les grandes lignes les fondements de la paléographie coranique. Ce n'est que dans les années 80, avec le travail de François Desroches, que les outils du paléographe vont commencer à s'affiner. En s'inspirant de la méthodologie de Michael et Amari et Nabia Abbott, la description générale de l'écriture plus la forme spécifique de certaines lettres, François Desroches va mettre au point une grille paléographique permettant de classifier les écritures avec davantage de précision.
Il délaisse enfin l'appellation obscure de Koufik, au profit de groupes nommés par des lettres A, B, C, D, E, qu'il réunira dans un ensemble appartenant essentiellement à la période abbasside. Au sein de ces groupes, il identifie des évolutions internes, 1, 2, 3, une sorte d'amélioration stylistique qui trahit peut-être un décalage chronologique. Bien qu'il n'aborde pas la question géographique, sa division en groupes ne sous-entend pas pour autant un développement linéaire, strictement chronologique, comme le dit Schellabler. D'ailleurs, les fourchettes de datation qu'il attribue à ces groupes se chevauchent régulièrement. Ainsi, si nous regardons B1 et C1, ils se seraient développés au même moment, au 8e siècle. De même pour B2, C3 et D, qui se seraient développés au 9e siècle. Il est donc possible que ces styles se soient développés en même temps, mais dans des régions différentes de l'Empire islamique. Une première approche de la géographie des manuscrits pourrait commencer en exploitant les informations les plus fiables, qui nous semblent les plus fiables, autrement dit celles qui nous sont les plus proches. Dans la plupart des cas, nous connaissons en effet les provenances des manuscrits, juste avant qu'ils n'intègrent les collections mondiales. Les manuscrits de Paris, Gotha et Saint-Pétersbourg viennent de Fustat. Une partie des manuscrits d'Istanbul vient de Damas. Celle de Sanaa a été découverte sur place. Au total, nous avons 4 fonds de manuscrits, Kairouan, Fustat, Damas et Sanaa. 4 mosquées qui accumulèrent au fil des siècles des manuscrits devenus inutilisables. Pour le fonds de Kairouan, il s'agit vraisemblablement d'une importation de Fustat au Xe siècle. Comme nous l'évoquions au début, certains de ces manuscrits sont des produits d'importation, mais les attestations dont nous disposons sont relativement tardives. Ces transferts étaient-ils aussi fréquents au cours des 3 premiers siècles? N'y a-t-il pas eu une production locale? Nous allons proposer un premier état des lieux d'après l'observation des écritures et leur répartition dans les différents fonds. En parcourant les 3 fonds de manuscrits, on associera ici Kairouan à Fustat pour les raisons données plus haut, on remarque que la plupart des grandes familles paléographiques sont bel et bien présentes dans tous les fonds de manuscrits. Parmi celles-ci, la graphie Hijazi est représentée à Fustat, Damas et Sanaa. Il en va de même pour les graphies B, les graphies C et les graphies D. Cependant, on relève quelques exceptions, montrant que l'on a pu avoir des écritures plus localisées. Le style O1, Omeyyade I, premier développement d'un style d'écriture datable au début du 8e siècle. Ce style est attesté principalement à Damas et dans une moindre mesure à Fustat. Mais nous n'avons pas d'exemple à Sanaa. Autre exemple datable de la même période, le style A. Bien représenté à Fustat, on en trouve quelques exemples à Damas, mais là encore, aucun à Sanaa. Assurément en lien avec cette écriture, ce style spécifique, proche de a été découvert en 2 ou 3 exemplaires uniquement en Égypte. Enfin, on recense un nombre important de manuscrits horizontaux, de plus petit format, présentant les mêmes caractéristiques que A. Là encore, tous viennent d'Égypte. Le style paléographique n'est pas l'unique dénominateur à cet ensemble. D'autres particularités, comme le procédé de fabrication du codex, le système de ponctuation ou encore l'orthographe, confirment l'appartenance à une même tradition locale. S'il y a bien eu des traditions locales d'écriture, encore actives au début du 8e siècle, elles semblent disparaître au cours de ce même siècle, peut-être absorbées par un mouvement d'uniformisation des écritures. Quelques manuscrits pourraient refléter cette période de transition. Ce manuscrit, conservé au Caire, vient de Fustat. Il associe au moins 3 copistes. Le premier, celui que vous avez sous les yeux, adopte un style de transition entre l'écriture Omeyyade II et l'écriture C1. Le deuxième copiste adopte une écriture C1 plus élancée.
Enfin, le troisième, dont la part de travail est moindre, puisqu'il a copié environ une quarantaine de feuillets, mais le manuscrit n'est pas complet, il manque autant de feuillets, une quarantaine. Ce copiste emploie un style complètement différent. Il emploie le style A. Il intervient à 2 reprises vers la fin du manuscrit. D'autres manuscrits provenant probablement de la même époque, réunissent des copistes aux traditions graphiques différentes. Là encore, le Codex Medina 1a ou encore ce manuscrit de Sanaa. Preuve que la pratique d'associer plusieurs graphies différentes était relativement courante encore au début du 8e siècle. Ce rapide état des lieux paléographique témoigne de plusieurs faits quant à la géographie des manuscrits. Au cours des 3 premiers siècles de l'islam, la plupart des styles d'écriture ont connu une diffusion assez large dans l'Empire. Peut-on expliquer cette diffusion ? Est-ce que les copistes ont voyagé ? S'agit-il d'une diffusion de manuscrits à des fins propagandistes ou de transferts tardifs ? D'après mon hypothèse, plusieurs éléments s'accordent en faveur d'une diffusion ancienne de manuscrits modèles. J'illustrerai ici mon propos par des exemples appartenant essentiellement à la première moitié du 8e siècle. C'est au cours de cette période, donc au début du 8e siècle, que naissent les différents styles, les styles paléographiques succédant au Hijazi. Si l'on tente d'établir une typologie de ces écritures, on voit clairement qu'il n'y a pas de cloisonnement entre elles. Par exemple, la typologie du groupe C1 réemploie des éléments du Hijazi, des éléments du style A, du style O et du style B1. En réalité, aucun de ces groupes n'adopte une typologie fixe. Nous avons plutôt pour chaque style des formes de lettres qui connaissent une forme générique, autrement dit une norme, une forme normative, et une forme qui est la plus fréquente, et des formes alternatives, des variantes de lettres, de formes, qui apparaissent ici et là. Et c'est en observant ces variantes de formes que l'on parvient à identifier l'influence d'autres styles d'écriture. Preuve que les copistes fréquentaient ces autres styles. Mes observations du groupe C1 montrent par ailleurs que la fréquence de ces formes alternatives pourrait être liée au format des manuscrits. Ainsi, plus le manuscrit est grand, plus l'on respectera la forme générique. Inversement, les manuscrits de plus petite taille, présentent des variantes plus nombreuses. Cette situation concorde donc avec l'hypothèse d'une diffusion de modèles dans les provinces de l'Empire. Nous ne savons pas encore comment fonctionnait ce processus de diffusion au début du 8e siècle. Si l'on en croit les récits de la tradition, il s'agirait d'une diffusion de grande envergure. Une première diffusion de ce genre, d'après la tradition, serait l'œuvre de Osman ibn Affan, aux alentours de 650. Une seconde aurait été commanditée par Al-Hajjaj vers 695. Enfin, une troisième est attribuée au calife abbasside al-Ma'moun, qui régna au début du IXe siècle. Si ce genre de diffusion à large échelle a bel et bien eu lieu dès le milieu du VIIe siècle, comment expliquer la multiplication des styles graphiques employés pour copier le Coran ? J'évoquerai pour conclure l'hypothèse d'un autre mode de diffusion, celle d'une diffusion provinciale, basée sur l'exemple de la diffusion de la monnaie. L'histoire de la monnaie omeyyade est encore mal connue aujourd'hui. Plusieurs chercheurs, notamment Raoul Curiel et plus récemment Michael Bates, ont tenté d'apporter quelques précisions sur les processus d'élaboration et de diffusion monétaire durant cette période. Leurs travaux insistent surtout sur le rôle de la province et non de l'Empire dans la diffusion des modèles. Ainsi, des modèles étaient créés à Damas, puis envoyés dans les provinces syriennes, mais également vers d'autres ateliers frappant des monnaies d'or, soit l'Égypte et le Hijaz. Il y avait une mine d'or au Hijaz. Un deuxième centre, Basra ou Koufa, puis Ouassit, joua également un rôle central dans l'élaboration des modèles, qui étaient exportés principalement dans les régions iraniennes de l'Empire. Bien que l'analyse paléographique soit rendue difficile par la taille du support,
Notons toutefois que des variantes stylistiques apparaissent entre les deux productions. La forme du ha est notamment une variante intéressante. Les manuscrits semblent confirmer qu'il y a eu, avant la fin du 7e siècle, une première diffusion de modèles coraniques. Est-ce l'œuvre de Osman ou d'Al-Hajjaj ? Nous n'en savons rien. Toutefois, la pluralité de la transmission à cette époque, tant dans la forme que dans le fond, invite à envisager le processus de diffusion des manuscrits coraniques, davantage sur le système monétaire que sur le schéma élaboré par les récits traditionnels. Merci.